Là, j'imagine cette semaine, dans la collection de commentaires que tu as relevés, tu as gardé la personne qui dit que sa sœur me trouve vraiment beau. Hein? Où ça? Evelyne Lisotte. Est-ce que t'es encadres, ceux-là? Ben, non seulement Dans ton je les salon, enca- là, t'as les top commentaires de qu'est-ce qui se passe. J'ai demandé à Émile, notre designer, Ouais. de me faire un genre d'œuvre d'art Une mosaïque. intégrant des commentaires les plus flatteurs à mon égard. J'ai pas regardé les commentaires. Là. Toi, t'as vu un peu? Une petite affaire, oui. OK. Ben, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, parce qu'on demande c'est quoi vos personnalités de l'année. Mhm. Il y en a qui disent que c'est nous parce qu'ils nous Bon. ont découvert cette année. C'est vraiment... Sachez c'est que si trop, vous nous avez découvert cette année, c'est normal, c'est parce qu'on on a n'existait commencé pas avant. à produire ce balado-là cette année. Donc, vous n'êtes pas en retard, là. Vous êtes à jour. Quoi d'autre? Il y a quelqu'un aussi qui dit « Mouding! » Ah, puis là, je viens de voir, en fait, que c'est ta sœur. C'est dans la famille Moudeng, pour vrai. Il y a quelqu'un qui dit Radio-Canada, c'est ben dank. Puis là, j'étais pas mal sûr de mon affaire, mais je l'ai Ouais. googlé pour être sûr que c'était un commentaire positif. Ça l'est. Ouais, dingue, c'est quoi? C'est genre, c'est vraiment cool. Ouais. Mais on a Frédéric Lasselle qui s'en vient tantôt pour nous parler, fait qu'on va pouvoir lui demander si on est dans le doute. Lui, il serait? Ah, lui, c'est... Ah ouais? oui, Il est ses Sigma Rizzler, lui? Ah, ces affaires-là, c'est ça. Oh, Mettons sur une échelle de 0 à Skibidi Toilet. Ah, ça me fait encore il est- rire. C'est tellement niaiseux. Pour vrai, je peux pas. Fred, il est 100% Skibidi Toilet. Il est brain rot. Lui, il est 10 sur 10. On va parler avec lui de la guerre en Ukraine. Restez là. Exact. Il y a eu tellement d'actu cette semaine, fait que tu vas peut-être être étonné de l'actu qui m'a le plus marqué, mais je te la partage quand même avant qu'on rentre là, dans le vif des du sujet. Ma nouvelle la semaine, Oui. et je sais que je suis pas la seule, Vas-y. c'est la nouvelle saison de ma version des faits d'Isabelle Richer. Mm. Oh my God! J'ai commencé hier, Oui. et Isabelle Richer, c'est à Radio-Canada la personne qui raconte le mieux les histoires et qui a les meilleures narrations. C'est hallucinant. Comme t'écoutes les 5 premières minutes, c'est bon, t'es parti. Cet été, j'ai écouté le cas David Tin, ça avait pas de sens. C'est du grand art. OK, on peut partir le jingle. Qu'est-ce qui se passe dans le corridor de Radio-Can? Qu'est-ce qui se passe avec Olivier et Julia? Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Olivier, c'est quoi ta routine du matin? Non, plutôt, Olivier, c'est quoi ta routine du soir? Je me suis trompée entre matin et soir, excuse-moi. Olivier, c'est quoi ta routine du soir? C'est ça que je veux savoir. Je suis pas un gars super routinier. Mais à un moment donné, je me brosse les dents. Mhm. Puis ensuite, je me couche. Est-ce qu'il y a des soins de la peau, Je me lave le visage. Et après... Tout dépendant comment ma peau file, je Ouais. me mets une petite crème ou pas. beaucoup d'étapes. Je te demande ça parce que j'ai une amie qui m'a envoyé un article du média Days sur le Morning Shed. As-tu déjà entendu parler de ça? Morning ou tu m'as parlé du soir, là? Oui, je sais, mais tu vas comprendre parce que ça a OK. rapport avec la routine du soir que tu dois shed le matin. OK? Ah, OK. Les morning shedders, c'est dur à traduire en français, là, mais en gros, c'est des personnes qui, quand elles se réveillent, doivent enlever tous les produits, tous les accessoires beauté, tous les sérums qu'ils ont portés pendant la nuit. La mue matinale. La mue matinale, oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et là, ça peut aller vraiment, vraiment loin. Là. Si tu vas sur TikTok et tu regardes ça, Morning Shedders, il y a des gens qui se réveillent avec comme un bonnet pour les cheveux ou des trucs dans les cheveux, du ruban adhésif sur la bouche pour respirer par le nez, des séparateurs d'orteils, des masques pour le visage. Et l'hypothèse de cet article-là, et ça, c'est vraiment intéressant, c'est que ça pourrait être un facteur qui participe à la récession sexuelle de la génération Z. À vous, hein? Parce qu'il y a trop d'étapes. C'est sûr qu'il y a le fait que d'aller se coucher avec genre 200 accessoires, ça peut peut-être un peu compromettre la romance ou l'érotisme, mais c'est aussi le temps Mhm. passé à faire ça. Ouais. Le looks maxing, c'est extrêmement exigeant. C'est du looks maxing, comme Ben on oui, dirait. voilà. Ça peut aller vraiment, vraiment, vraiment loin. Après, comme on s'entend que c'est sûrement pas le facteur qui pèse le plus lourd dans la balance. Qui sait, là, peut-être que ça pourrait se rajouter dans la longue liste des facteurs qui donnent à la génération Z cette réputation de la génération qui a le moins de sexualité. Voilà, c'était juste ma petite nouvelle, je voulais te partager ça. Julia, Oui, Olivier. est-ce que tu connais ça, l'hybristophilie? Moi, la question que je te pose, c'est qui ne connaît pas l'hybristophilie, là? Est-ce qu'on a même besoin de la définir ou... Ben, j'apprécierais que tu le fasses. Ben là, non, c'est à ton tour, puis moi, je veux pas te voler ta lumière, Olivier. Brille. Alors, l'hybristophilie, Julia, comme tu le sais, c'est quand quelqu'un est sexuellement attiré Attiré par par une une personne
ayant commis un crime violent. Ah, je pense savoir où tu vas avec ça. On l'a vu, par exemple, dans le cas de Luca Rocco Magnotta au début des années 2010, là, qui avait tué et démembré sa victime. Des femmes étaient tombées amoureuses de lui. Et là, dans les médias, on jugeait ce phénomène-là. Hein, on le traitait un peu comme une curiosité déviante et malsaine. Eh bien, cette semaine, on a assisté à quelque chose de semblable, mais à large échelle. Une forme un peu diluée d'hybristophilie de masse. Une adoration qui semble représenter non pas quelque chose de marginal, mais un sentiment partagé par un important pan de la population sur les réseaux sociaux. Hein. Un crush tantôt romantique, tantôt idéologique à l'égard de Luigi Mangione, celui qui a été accusé du meurtre du président et directeur général de United Healthcare, la plus importante compagnie d'assurance santé aux États-Unis. Un crush qui s'est matérialisé par une production importante de mèmes et par l'appui plus ou moins explicite et décomplexé de nombreux internautes, à droite comme à gauche du spectre politique. C'est le décomplexé qui est quand même intéressant. Moi, c'est ce qui m'a étonné, que les gens appuient ce supposé meurtrier, cette personne accusée de meurtre, avec leur photo de profil, leur nom, sans gêne. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'est un phénomène assez intéressant. D'ailleurs, on va s'y plonger, mais petit rappel des faits avant de décrypter ce qui est assurément un des événements les plus marquants du web en 2024 de par sa lourde portée sociale et politique et par ce qu'il révèle sur les États-Unis. Alors, mercredi 4 décembre, au petit matin, Brian Thompson, président-directeur général de United Healthcare, se rend à la réunion des actionnaires à Manhattan, à New York. Un homme cagoulé le tue avec une arme de poing avant de prendre la fuite à pied, à vélo électrique et éventuellement en autobus. C'est une première aux États-Unis. Hein? Il y a eu des assassinats ou des tentatives d'assassinat de politiciens, de vedettes, mais selon le quotidien français Le Monde, c'est la première fois qu'un haut placé d'une entreprise est victime d'un assassinat. Le suspect devient automatiquement un des hommes les plus recherchés aux États-Unis. Sa cavale dure 5 jours avant qu'il soit arrêté lundi par la police dans un restaurant McDonald's de Altoona, en Pennsylvanie, à 500 km à l'ouest de Manhattan. Il est arrêté en possession d'une arme fantôme, là, ces armes qui sont fabriquées en partie à l'aide de pièces imprimées par une imprimante 3D, mais aussi de pièces manufacturées. Donc, une arme fantôme, un silencieux, des fausses pièces d'identité et ce que les policiers ont décrit comme un manifeste. Il est accusé mardi de meurtre prémédité, notamment. Il conteste d'ailleurs son extradition vers l'État de New York et donc la procédure pourrait prendre plusieurs semaines. C'est qui Luigi Mangione? C'est un jeune homme de 26 ans, né dans une famille assez riche et très influente du Maryland. C'est un élève brillant, premier de classe de sa promotion au secondaire, là, le valedictorian. C'est ça, oui. C'est quoi ça déjà, Julia? Dis-moi ça, toi qui es bonne sur la culture populaire américaine. Mais non, mais dire le valedictorian, c'est comme la meilleure personne de son année, là. Je pense que c'est ça, non? Oui, OK. Il a fait ça, mais lui, dans son école secondaire, qui est une école privée où il faut débourser près de 40 000 par année pour étudier. Il a aussi un baccalauréat et une maîtrise en sciences de l'ingénierie à la prestigieuse Université de la Pennsylvanie, qui fait partie de la Ivy League. C'est quoi ça, Julia? Les Ivy League sont des universités américaines. Du nord-est des États-Unis. D'abord, c'était une ligue de sport. Oui. Puis, ça s'est étendu. Puis, c'était l'université des élites américaines. Voilà. Ce qu'on note, c'est qu'il semble, Luigi Mangione, avoir coupé le contact avec ses amis et sa famille dans les 6 derniers mois. Son plus récent employeur, selon sa fiche LinkedIn, a déclaré qu'il n'était plus à l'emploi de l'entreprise depuis 2023. C'est quoi ses motivations? Les autorités n'ont pas officiellement communiqué les motifs du meurtre, mais il y a un portrait qui commence à se dessiner. Hein? Dès le début de cette histoire-là, la police a parlé d'un acte ciblé. Et là, depuis son arrestation, il y a différents médias qui ont publié des extraits du manifeste du suspect. Semblerait-il que Luigi Mangione affirme dans son manifeste que ça devait être fait. Il dit « combattre », et je cite, « les parasites de l'industrie des assurances santé ». Il parle d'un meurtre symbolique. On ne sait pas s'il a personnellement eu affaire avec United Healthcare. Ce qu'on sait, c'est qu'il a souffert de problèmes de santé, notamment des douleurs au dos assez incapacitantes. Il a dû subir une opération là, pour fusionner des vertèbres dans son dos, notamment dans les derniers mois, dernières années. La police, dans son rapport, dit s'inquiéter que Mangione soit érigé en martyr et inspire d'autres personnes à passer à l'acte. Parce que, faut le dire, il y a eu une réaction sur les réseaux sociaux, tu l'as vu, tu en as parlé, Julia, qui est très singulière. On a assisté à la création d'un genre de culte
autour mais du suspect. carrément. C'est quoi, toi, les mèmes qui t'ont le plus marqué? D'abord, moi, ce que j'ai vu, c'est les gens qui faisaient des listes des CEO qui étaient en sécurité versus pas. Donc, ça, c'est ce qui est évidemment très violent, là, mais dire CEO de telle compagnie, ça va, eux, ils sont en sécurité, les autres, non. Puis après, des gens qui fantasmaient carrément sur ce présumé tueur. Et je pense que il pourrait y avoir toute une étude à faire sur le privilège de la beauté là-dedans, parce que c'est un très bel homme. Puis, est-ce que ça a joué? C'est difficile de s'imaginer que non, là. Mais peut-être dans la réaction du public, assurément. Bien sûr. Il y a un culte, il y a énormément de production culturelle en ligne qui s'est faite autour de cet événement-là. Et ce qui est à noter, ce qui est singulier, c'est vraiment la constante, c'est-à-dire le message politique qui est associé aux dérivés culturels de cet événement-là. Alors, ces comptes sur les réseaux sociaux ont gagné des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés dans les heures suivant son arrestation. Il y a des listes de lectures musicales qui ont été Érigées, faites là. en son honneur, puis enlevées par notamment Spotify. Il y a des mèmes, oui. Certains célébraient sa beauté, son physique avantageux. Il y a eu à New York un concours informel de sosie du suspect. Comme ça avait été fait cet été avec Timothy Chalamet ou Des Jeremy vedettes, Allen White, là. des Donc, vedettes. voilà. Là, ouais. Il y a des internautes qui ont fait une visite à pied des lieux importants du crime, baptisé Ah, le ouais. CEO Walking Tour. Non, CEO Killer Walking Tour, pardon. Ce qui a été identifié comme son modèle de manteau s'est vendu à des centaines d'exemplaires ça, ouais. dans les heures après la diffusion des premières photos du suspect. Son compte Goodreads, là, qui est une plateforme où les gens peuvent publier à propos des livres qu'ils ont lus. Est-ce que tu es sur Goodreads, Julia? Je ne suis pas sur Goodreads. Suivez-la! Non. Son compte Goodreads a été scruté à la loupe pour tenter de chercher des traces de radicalisation. Selon un expert consulté par le New York Times, ces lectures sont celles auxquelles on pourrait s'attendre chez un jeune homme récemment diplômé qui a un penchant vers la croissance personnelle. OK. Donc, rien à signaler. Sauf peut-être le fait qu'il y vante la préscience, c'est-à-dire la capacité de deviner l'avenir, du manifeste de l'Unabomber, qui est un Américain qui a procédé à de nombreux attentats à la bombe dans les années 70, 80 et 90 pour dénoncer les dangers du progrès industriel et technologique. Bon, il y a ça sur son compte Goodreads, mais... On cherche les indices où on peut en attendant d'avoir plus d'informations. Là. C'est Voilà. la nature humaine. Il y a même une cagnotte populaire qui s'est organisée pour l'aider à payer ses frais d'avocat, ses frais juridiques. Hein? Cette vague de réactions positives, cette mythification d'un assassin, c'est ce qu'on voit souvent dans les coins les plus marginaux et moins réglementés de l'Internet, là, par exemple les forums 4chan ou 8chan, après des tueries de masse. Mais là, c'est une réaction qui est carrément grand public. Et le récit qu'en font certains internautes, c'est celui du début d'une guerre des classes, une guerre dans laquelle les dépossédés ont enfin pu asséner une première défaite aux puissants. C'est un peu ça là, qui ressort de la production mémétique, hein? Et des commentaires qui sont sur le Moi, web. je vois aussi beaucoup de choses qui sont comme strictement de l'ordre de « il est tellement beau », là. Vraiment. Puis, Oui. il y a toujours plein de vagues là, à ces Oui. tendances de mimes où tu sais, ça peut être très, très niaiseux comme très, très sérieux. Mais moi, sur mes réseaux sociaux, c'est partout. Ouais. Et il y a beaucoup un aspect politique et ça révèle la frustration des Américains envers le système de santé parce que faut comprendre le contexte dans lequel ça s'inscrit aux États-Unis, cette histoire-là. Il n'y a pas de système d'assurance santé universel comme on a au Québec ou au Canada. Pour la vaste majorité des Américains, pour couvrir leurs soins de santé, ils doivent soit être assurés au privé, soit payés de leur poche. L'industrie des assurances santé, c'est une industrie de centaines de milliards de dollars. Or, ce sont des profits qui semblent se faire au détriment de milliers de personnes. Depuis une semaine, on a vu toutes sortes de témoignages émerger sur cette question-là. Il y a une infirmière sur TikTok qui raconte avoir vu des patients mourants se faire refuser la couverture de soins essentiels. Elle dit que ça l'a rendue physiquement malade et qu'à cause de ça, elle ne peut pas ressentir de sympathie pour Brian Thompson, qui est la victime dans ce meurtre-là. C'est un exemple de témoignage, mais il y en a eu des dizaines, voire des centaines. Quelques statistiques pour toi, Julia. 100 millions d'Américains, donc plus du quart des Américains, sont aux prises avec une dette relative à des soins de santé. Selon une étude qui date de 2019, le 2/3 des faillites personnelles aux États-Unis étaient liées à des enjeux de santé. Un Américain sur 6 souffrant de diabète rationne son insuline pour des raisons budgétaires. C'est
très difficile d'obtenir des données précises sur les taux de refus de remboursement dans l'industrie des assurances santé parce que c'est beaucoup ça qui est en cause dans les témoignages qui sortent. Mais selon un rapport de la firme spécialisée Value Penguin, United Healthcare refuserait 32 % des requêtes, soit le tiers, ce qui serait le plus haut taux de refus dans tous les grands joueurs de l'industrie. United Health Group, qui est la compagnie mère de United Healthcare, a été classée 11e entreprise la plus profitable aux États-Unis en mai dernier par Yahoo Finance. Et ça, c'est parmi toutes les entreprises, là. Amazon, Walmart. C'est dans ce contexte-là qu'ont émergé les réactions qu'on pourrait qualifier de sympathiques aux présumés tueurs. Il y a aussi des gens qui se sont indignés du meurtre de Brian Thompson, évidemment. C'est le cas du gouverneur de l'État de la Pennsylvanie, le démocrate Josh Shapiro. Il a dit « On ne tue pas des personnes de sang-froid pour résoudre des différends politiques ou pour exprimer un point de vue. » Sauf que Josh Shapiro s'est fait donner la réplique par Piste Magistus. Tu vois-tu c'est qui? Non, ça me dit rien. C'est un genre d'influenceur de gauche qui a 440 000 abonnés sur TikTok. Et je le cite parce que c'est un de ceux qui a le mieux, selon moi, traduit en mots la vague de réactions à laquelle on a assisté. Il a d'abord dénoncé l'hypocrisie de l'intervention de Josh Shapiro parce que, selon Piste Magistus, c'est le consumérisme occidental qui tue. Pour le pétrole, pour les minéraux rares, pour des biens de consommation, pour le pouvoir politique. Piste Magistus a dit « Ce n'est pas parce que les milliardaires et les présidents directeurs généraux tuent sans se salir les mains que ça les rend moins coupables. » Et selon lui, la réaction sur Internet, ce n'est pas une réaction de joie, c'est un enthousiasme né dans la rage et dans le chagrin. Il y a le professeur Jamie Cohen au Queen's College qui se spécialise dans la culture digitale qui va dans le même sens. Selon lui, s'étonner de la réaction d'Internet ou des internautes, c'est ne pas réaliser à quel point les gens sont frustrés de la société américaine contemporaine. Il dit que les enjeux de classe transcendent la guerre culturelle entre la gauche et la droite à laquelle on assiste depuis quelques années aux États-Unis. Ce meurtre-là, moi, je trouve, en révèle beaucoup sur l'état de la société américaine, Oui. de par les réactions que je génère. C'est un fait divers, mais en même temps, c'est comme absolument pas un fait divers. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, dans la fascination, qui pourrait venir du fait que c'est peut-être pas le stéréotype du tueur. C'est pas le stéréotype du criminel. C'est les Ivy Leagues. Ouais. C'est quelqu'un d'hyper éduqué, qui manque pas de moyens. Je pense que ça fascine aussi. C'est sûr que ça a contribué à mousser encore davantage ce mythe-là, mais même avant qu'on sache c'était qui, il y avait une réaction extrêmement large et importante sur Internet qui se réjouissait d'une certaine façon de la mort d'un puissant. Puis, on va le rappeler, là, c'est un homme, c'est un mari, et c'est le père de 2 enfants, Brian Thompson, qui a été tué. Donc, oui, il est peut-être le visage du capitalisme sauvage, là, et là, je mets des guillemets ici, là, mais c'est aussi un être humain, et semblerait-il, selon un article du New York Times qui a parlé à un employé de United Healthcare sous le couvert de l'anonymat, que Brian Thompson faisait partie des personnes à l'intérieur de l'entreprise qui désiraient faciliter l'accès au remboursement pour les clients de United Healthcare. Wow! Je sais qu'on va en réentendre parler oui, longuement. Plus que moins. Oui. Les grosses nouvelles se bousculaient cette semaine et la semaine dernière. Ça une bonne. Grosse nouvelle internationale. Le régime de Bachar al-Assad en Syrie a été renversé dimanche dernier par une offensive des rebelles islamistes. Il faut bien comprendre, je pense, à quel point c'est majeur, là. C'est majeur, c'est un très gros dossier géopolitique qui est actif depuis très longtemps. Là, je suis bien content que tu ailles au fond de tout ça et que tu nous décryptes tout ça. Julia, je t'écoute. N'hésite pas d'ailleurs à si j'ai des questions, je te les pose. Très bien, et je vais tenter d'y répondre. Grosse nouvelle parce que la Syrie a été sous un régime dictatorial marqué par la répression et les actes de violence contre sa propre population depuis plus d'un demi-siècle. Et là, en à peine 12 jours, et plutôt pacifiquement, ce régime tombe. Anthony Samrani, qui est rédacteur en chef de L'Orient le Jour, a dit cette phrase à France Télévisions cette semaine. Je te la cite. «
Il faut bien comprendre que nous, au Moyen-Orient, on a vécu une année terrible qui s'inscrit dans la continuité de tout ce qui s'est passé au moins depuis 2011, c'est-à-dire des guerres civiles, des massacres, des nettoyages ethniques, des choses tellement horribles qu'on avait le sentiment que le monde arabe était mort, que la Syrie avait été son tombeau et que la guerre de Gaza avait été le dernier clou dans le cercueil. Et là, d'un coup, en Syrie, le couvercle saute et ça explose et ça crée un vent de liberté. C'est ça, parce que tu dis en 12 jours, puis effectivement, c'est en 12 jours, mais c'est aussi quelque chose qui s'est déroulé sur 13 ans. Ah oui, mais oui, il va absolument falloir en parler. Déjà, tu as peut-être vu les images de dimanche dernier à Damas, la capitale. C'était la joie, le soulagement, l'euphorie. On va bien sûr expliquer pourquoi toute cette joie. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comment on en est arrivé là. Et qui sont ces gens qui ont renversé le régime Assad, qui risque maintenant de prendre la tête du pays et qui pourraient potentiellement faire ombrage à la joie des Syriens. Avant toute chose, c'est très important de comprendre ce qu'il représente, ce qu'il a fait, ce régime Assad. Bon, il y a Bachar al-Assad, celui qui s'est exilé en Russie là, tout récemment. Lui gouvernait depuis l'an 2000. Mais avant lui, il y a eu son père, Hafez al-Assad, qui est arrivé au pouvoir en 1971. Et c'est ce Hafez al-Assad qui instaure le régime autoritaire. Agnès Levallois, qui est journaliste et très grande experte du Moyen-Orient, expliquait que la colonne vertébrale de ce régime-là, de ce clan Assad, ce sont les services de sécurité, qui étaient, pendant toutes ces années, absolument omniprésents et qui surveillaient la population dans ses moindres faits et gestes. J'écoute des témoignages de Syriens depuis une semaine et ça revient tout le temps. Cette idée que les murs avaient des oreilles, qu'il fallait parler en code. Et bien sûr, l'idée derrière cette stratégie, c'est de garder la population dans une peur constante pour réprimer toute opposition politique. Toujours selon Anthony Samrani de L'Orient le Jour, lui dit que c'est probablement le régime le plus criminel de la région. Depuis le début de la guerre civile, on parle de plus d'un demi-million de morts, d'une douzaine de millions de déplacés. Assad, le fils de Bachar al-Assad, a attaqué au gaz chimique sa propre population. Il a opéré des détentions massives, symbolisées entre autres par la tristement célèbre prison de Saïdania, lieu de détention des opposants au régime, qualifié d'abattoir humain par Amnesty International. Il y a eu des pendaisons de masse, de la torture dont je t'épargne les détails. Il y a très peu d'informations qui sortent de cette prison. On en sait peu, mais selon les quelques enquêtes qu'il y a, apparemment, il y aurait un pressoir humain. C'est pour dire à quel point c'est violent. Bref, ça faisait donc de la Syrie un pays où régnait un climat permanent de peur. D'ailleurs, on surnommait Bachar al-Assad le boucher de Damas. Et c'est ce qui explique la joie, justement, dans les rues de Damas, la capitale, dimanche dernier, puis pendant toute la semaine. C'est cette population qui se libère, enfin, de cette peur dans laquelle elle a été plongée pendant plus de 50 ans. Parce qu'à travers les années, il y en a eu des oppositions au régime Assad. On se souviendra du Printemps arabe, cette série de révolutions au Moyen-Orient qui commence en 2011. Mais le cas de la Syrie est particulier parce que, contrairement à d'autres pays comme la Tunisie, la Libye, où les régimes en place ont été renversés assez rapidement, en Syrie, Assad a survécu, a résisté au soulèvement, ce qui pouvait donner, puis ce qui a donné jusqu'à récemment, l'impression que le régime était surpuissant, hyper stable. Ça aussi, ça revient beaucoup dans les témoignages. Il y a des gens qui disent « Moi, je pensais jamais voir le régime Assad renversé de mon vivant. » Et là, ma grand-mère le voit de son vivant. Donc, c'est l'étonnement, je pense, qui a primé dans plusieurs des réactions. Mais pourtant, malgré cette impression d'hyperpuissance, dans les dernières années, il a commencé à y avoir des fissures dans les colonnes du temple qui ont fait en sorte que le régime a pu être renversé plutôt pacifiquement en 12 jours. Ce régime-là tenait notamment grâce à l'aide d'alliés, là. La Russie, l'Iran, et j'ai l'impression, puis là, c'est peut-être là que tu vas, mais le fait que la Russie soit occupée avec l'Ukraine présentement, que l'Iran soit occupé de son côté avec une espèce de guerre latente avec Israël. Ouais, même chose pour le Hezbollah. Même chose pour le Hezbollah, qui est un allié du régime Assad dans la région. Tout le monde est occupé. Là, tout à coup, l'armée interne n'était pas suffisante pour résister
Je sais pas si on les appelle les rebelles, là, mais... Oui, un groupe militant islamiste. Mais Voilà. ça, c'est l'aspect essentiel, ce que tu nommes. Là. Poutine a même retiré des troupes de la Syrie pour les amener au front en Ukraine. Sans ces alliés-là, la Syrie n'a pas la force de résister. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. À part la perte de ces alliés-là, qui était visiblement essentielle, il y a aussi des facteurs internes, notamment que le fait que le pays soit extrêmement pauvre. En 2022, ça, c'est vraiment à noter, là, 15 des 22 millions de Syriens avaient besoin d'aide humanitaire pour survivre. Donc, c'est un pays très pauvre. Le gouvernement en place n'a pas réussi à le faire prospérer. Et bien sûr, le pays a été affecté par une dizaine d'années de conflits internes, notamment avec le groupe armé État islamique et avec de nombreux groupes rebelles. Ça fait que c'est un pays pauvre, en difficulté. Il y a encore des infrastructures détruites. Il y a encore énormément de tensions. Donc, c'est pas un pays où la population se sentait tout à fait heureuse tout le temps. Et là, maintenant, avec l'appui des alliés qui faiblit, c'était effectivement visiblement le dernier clou dans le cercueil. Assad était à ce point affaibli qu'il n'avait pas vraiment les moyens de répliquer. Répliquer à qui? Répliquer au groupe Hayat Tahrir al-Sham, qu'on appelle HTC ou HTS. C'est l'Organisation de libération du Levant en français. Et c'est eux qui ont réussi à prendre le pouvoir. Quand tu dis pacifique, c'est parce qu'eux sont partis du nord et ils ont affronté presque aucune résistance voilà. là, en descendant Voilà. puis en prenant ville par ville la Syrie. Là. Oui, puis il nous manque encore de l'information sur exactement comment ça s'est passé, les discussions avec Bachar al-Assad, comment ils ont négocié ça, parce qu'il y a eu des négociations. Mais oui, ils ont avancé sans opposition. Il faut bien comprendre c'est qui ce groupe HTC. C'est un groupe militant islamiste qualifié de terroriste par les États-Unis, par l'Union européenne, par l'ONU, qui était à l'origine, là, à ses tout débuts, affilié à la branche syrienne d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, bien sûr, organisation terroriste. Pensez Ben Laden, pensez 11 septembre et autres attentats. Mais le groupe HTC finit donc par se détacher d'Al-Qaïda pour se donner une image plus modérée. Je dis se donner une image parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont plus modérés. Je disais qu'ils étaient qualifiés de terroristes par les États-Unis et l'Union européenne et l'ONU. C'est pas anodin. Ceci dit, celui qui a pris le pouvoir, leur chef, en fait, Abu Mohammad al-Jolani, envoie déjà d'emblée un message d'inclusion des minorités, un message non violent. Je rappelle qu'il a pris le pouvoir pacifiquement. Donc, certains ont de l'espoir, plusieurs ont des questions. Ce que les observateurs se demandent, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que tout ça n'est qu'une façade? Cela dit, et ça c'est important de le dire, pas mal tous les analystes que j'ai lus et entendus disent pas mal la même chose. Pour l'instant, le groupe HTC est pas mal plus modéré que le régime Assad. Faut bien comprendre, je sais que je l'ai expliqué, mais comme la violence du régime Assad pour les Syriens était à ce point grande que même s'il y a des incertitudes par rapport au groupe HTC, plusieurs sont prêts à prendre une chance et à se dire est-ce que ça peut vraiment être pire, dans le fond. Après, reste à voir comment ça va évoluer dans le temps. Pour l'instant, il y a un premier ministre chargé de la transition qui a été nommé cette semaine. Il va être en poste jusqu'au 1er mars 2025. Et pour le reste, c'est à suivre. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est l'impact géopolitique dans la région. Il y a la Turquie impliquée. Il y a du monde oui, impliqué. Il y a ça, mais qui gagne, qui perd? L'Iran est décrit pour l'instant comme le grand perdant de toute cette histoire-là parce que le régime Assad était son allié, parce que ça lui donnait un lien terrestre à l'Iran pour acheminer des armes au Hezbollah, notamment. Et là, tout dépendant de la nature du régime qui sera en place, peut-être que ce lien-là disparaît. Et donc, ça affaiblit à la fois le Hezbollah et l'Iran. Comme tu dis, il y a la Turquie qui a été impliquée qui a appuyé les rebelles, disons ça comme ça. C'est toute cette géopolitique-là de la région qui va être redessinée dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Oui. Dans cette région du monde, les gouvernements ne tombent jamais vraiment seuls. C'est-à-dire que ça crée toujours une chaîne de réaction assez explosive, en tout cas dans les circonstances actuelles. Donc, ce gouvernement qui tombe, et c'est le début de quelque chose. C'est pas la fin, nécessairement. Là, je me demandais, c'est-tu la fin du printemps arabe? L'Orient le jour a titré en une quelque chose du genre le printemps enfin achevé ou quelque chose du genre. C'est ça, là, parce que c'est un printemps qui aura duré 13 ans, presque 14. Oui, voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que l'Orient le jour titrait le printemps enfin achevé. Julia, merci pour ça, c'était extraordinaire. On a un invité.
On a une superstar dans la place. Oui, exactement. On peut l'inviter. Venir, Oui, il peut venir se joindre à s'asseoir. nous. Oh, je suis vraiment excitée. C'est J'arrive pour avec notre- ma propre chaise. Oui, ta propre chaise. Alors, on a Frédéric Lasselle. Si vous savez pas c'est qui, vous avez vu ses reportages. Ça, c'est Ça, je c'est vous assure. certain. Ouais. Ben oui. Enchanté, Frédéric. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir, premièrement. Wow. Ben là, Merci, merci d'être là. Alors, Frédéric Lasselle, réalisateur, caméraman, monteur à RAD. Mhm. Mais des fois, ça t'arrive de sortir de RAD un peu. Anciennement, je faisais partie de l'équipe du téléjournal, fait que ça arrive des fois qu'ils m'envoient sur le terrain avec leurs journalistes. Et là, tu reviens directement de... D'Ukraine avec Marie-Ève Bédard. C'était une zone de... J'ai couvert déjà des conflits à l'étranger avec le téléjournal, mais rien comme l'Ukraine. C'était la première fois que j'allais sur un terrain comme celui-là. C'est la première fois que je travaillais avec Marie-Ève Bédard aussi, qui est une correspondante de Radio-Canada, qui a le plus d'expérience en zone Qui est de conflit légendaire, comme là, je pense celle-là. qu'on peut le dire. Là. Ben, je pense qu'on peut le dire, honnêtement. Là. Est-ce qu'on veut peut-être rappeler les grandes ligues de où est-ce qu'on en est présentement en Ukraine? Déjà, disons qu'on a dépassé les 1000 jours de combat dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En septembre dernier, le Wall Street Journal estimait que 80 000 soldats étaient morts depuis 2022, alors que les pertes s'élevaient à 200 000 du côté de la Russie. Je rappelle que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Vladimir Poutine espérait une guerre éclair, mais nous voici encore aujourd'hui. Et tu as été appelé justement pour suivre Marie-Ève Bédard. Et dans mon souvenir, on t'a appelé, puis 3 jours plus tard, tu étais pas mal rendu. Là. L'équipe du téléjournal est hyper réactif dans la couverture de conflits comme celle-là. Nous autres, l'idée, c'était d'aller en Ukraine pour voir comment ça se passe depuis l'élection de Trump aux États-Unis, parce qu'inévitablement, il va avoir un impact sur la guerre en Ukraine avec Trump au pouvoir. Fait que l'idée, c'était d'aller demander aux Ukrainiens, bon, comment vous voyez ça, mais aussi comment se portent les soldats sur le terrain après 1000 jours de guerre. T'sais. Puis comment ils se portent, les soldats? Ben, les soldats sont fatigués, sont brûlés, ils savent pas nécessairement quand ils vont revenir à la maison. Il manque de soldats sur la ligne de front. Fait que tout le monde est fatigué, puis ça se sent un peu partout. Là. Qu'est-ce qu'ils disaient, les soldats? En gros, sur le terrain, on peut pas passer énormément de temps avec les soldats parce que c'est très risqué. Fait qu'il faut que les tournages se fassent rapidement, puis c'est difficile rapidement d'avoir accès à la vérité puis d'avoir accès à la réalité de comment ça se passe sur le terrain. Il faut parler à plusieurs soldats pour savoir vraiment comment ça se passe. Puis c'est un capitaine, nous autres, dans un poste de commandement de l'opération de Kursk, proche de... C'est l'opération, dans le fond, où les Ukrainiens ont fait une avancée en Russie, que lui, il nous a dit vraiment comment ça se passait, puis il disait, tu sais, tout le monde est brûlé, on fait des erreurs, entre guillemets, stupides, qui nous coûtent très cher. Puis c'est pour ça que dans cette opération-là, à Kursk, en Russie, dans l'avancée qu'ils ont faite sur le territoire russe, ils ont déjà reperdu du territoire. Fait quoi? Puis comment s'est perçue l'élection de Donald Trump chez les Ukrainiens? Ben, c'est l'incertitude complète. Puis je pense que d'un Ukrainien à l'autre, cette idée-là de comment pourrait se terminer cette guerre-là est très différente. Tu sais, je demandais autant à des gens à Kiev, avec Marie-Ève, évidemment, qu'à des politiciens, qu'à des soldats. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous, une victoire? Puis la définition de tout ça est très différente. Fait qu'il y en a qui sont tellement brûlés que, OK, bon, certains territoires dans l'Est, on accepte qu'on le laisse puis qu'on part du territoire, mais il faut juste qu'on arrête cette guerre-là. Comme d'autres qui disent, non, on va jusqu'au bout, ça peut pas se terminer. Il faut reconquérir, territoires. exactement. OK. J'imagine qu'un tournage en Ukraine, c'est pas exactement comme un Vox Pop sur Sainte-Catherine. Pas tout à fait. Mais comment est-ce que vous opérez là-bas? Ça ressemble à quoi votre équipe? Bien, premièrement, c'est là où c'est important de travailler avec une journaliste qui a beaucoup d'expérience puis qui en a fait d'autres, parce que on est une grosse équipe. On a un chauffeur, on a un fixeur. Puis, tu sais, le chauffeur est très important parce que nous autres, on doit travailler pendant les déplacements. Un fixeur, c'est... Un fixeur, c'est un journaliste local qui a des contacts un peu partout. Puis on a un expert en sécurité qui s'assure que l'opération est faite en contrôlant les risques. Et ça, souvent, c'est un ancien militaire. Exactement, oui. OK. Fait que c'est comme ça que ça se fait. Fait que chaque déplacement est calculé. Puis souvent, on va négocier des accès vers une opération. On va aller tourner pendant 1 heure, pendant 2 heures. Puis après ça, on va revenir là où c'est plus sécuritaire, disons. Est-ce que je peux te demander comment tu t'es senti de débarquer là? Bien, c'est impressionnant au début. Puis ce qui est le plus impressionnant, c'est le son, là, parce que le son des détonations est... C'est assez intense la première fois, surtout si tu n'as jamais vécu ça. Fait que c'est impressionnant, mais on s'habitue assez vite. Je pense que c'est ça qui
qui m'a surpris le plus dans tout ça, c'est à quel point on s'habitue. Puis quand les gens autour de toi restent calmes, que ce soit les civils ou l'équipe ou peu importe, ben tu restes calme aussi. Puis quand on s'est approché, mettons, d'une zone assez active dans le coin de Pokrovsk, Ça, c'est dans quel coin de la... ça, c'est tout près de la frontière russe dans l'est du pays. Ben les Russes étaient à quelques kilomètres du village, puis il y a des détonations, tu sais, comme à chaque heure, là, tu sais, là, d'édifices qui se font toucher par des missiles russes. Mais quand tu es là, ben les civils, ils continuent à vivre leur petite vie, puis c'est comme si de rien n'était, les cafés sont ouverts, là, tu sais. Fait que... Parce qu'après presque 3 ans de guerre, eux autres, c'est le quotidien. Là. Ouais, puis moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est à quel point la guerre faisait partie du quotidien des gens. Au point de ne plus en être affecté, même à Kiev, les gens ne vont plus vraiment dans les refuges quand la sirène part, même s'il y a des drones dans le ciel et tout ça. Puis dans les stations-service, tu sais, il y a comme... La guerre est partout dans le sens où il y a plein de produits à l'effigie de la guerre. Tu peux acheter des patchs pour soutenir certaines brigades. Il y a même des petites voitures militaires que tu peux acheter pour les enfants. Fait que ça m'a impressionné, tu sais. Puis certaines opérations militaires aussi, c'était vraiment intéressant de voir ça. Un de nos reportages, tout près de Kiev, on était dans le coin de Boutcha, puis on a suivi une brigade qui s'appelle les Sorcières de Boutcha. Puis les Sorcières, c'est un groupe de femmes, de civils qui sont entraînés pour tirer sur les drones, qui essaient d'attaquer Kiev, en fait. Puis de suivre ce groupe de femmes-là, qui est une ancienne professeure, une ancienne vétérinaire, de les voir apprendre à manier un AK-47, c'est là où tu sens que la guerre touche tout le monde, en fait. C'est des grosses opérations, mais en même temps, les outils qu'ils ont, tu sais, ils utilisaient une vieille arme, genre un vieux machine gun de la Première Guerre qui est monté en arrière d'un camion, là, tu sais, là, pour tirer sur ces drones-là avec une grosse lumière le soir. À un moment donné, il faut faire avec les moyens du bord. Il faut faire avec les moyens du bord, exactement. Puis les drones réussissent quand même à traverser ces paramètres-là puis toucher des édifices. Là, tu sais, nous autres, on est rentrés dans un des appartements où malheureusement, il y a une jeune femme qui est décédée à Kiev. Une adolescente, même. Une adolescente. Fait que le voisin était là pour nous montrer comment ça s'est passé. Le feu a pris après, puis ça fait un énorme trou dans l'édifice, mais... C'est une attaque de drone. C'est une attaque de drone là, d'un Shahed iranien que les Russes utilisent beaucoup. Fait que ça arrive beaucoup encore à Kiev. Et là, vous aviez un chauffeur, donc tu pouvais pas chauffer, ce qui est ta passion habituellement en reportage. Exact. Comment tu as vécu ça? Mais je pense que l'avantage, honnêtement, de ne pas conduire, c'était une bonne préparation puis un peu de projection sur ce qui m'attendait. Parce que quand tu pars de Pologne puis tu arrives à Kiev, tu as comme un genre de 10 heures de route pour regarder par la fenêtre. Puis tu commences à voir plus de militaires, plus de positions militaires, de défense sur les ponts, de toutes les infrastructures. Puis tranquillement, tu te mets dans l'ambiance de « OK, je suis dans un pays en guerre. » Puis quand tu pars de Kiev puis tu t'en vas plus vers l'est, bien là, tu commences à traverser des villages qui, eux, ont été déjà occupés par les Russes, où les Ukrainiens ont repris ce village-là. Mais tu traverses ce village-là en voiture, tout est détruit. Puis je pense que d'être capable de regarder par la fenêtre puis de s'imprégner un peu de cette ambiance-là, c'est important pour être capable d'être fonctionnel quand c'est le temps de tourner puis de monter. Parce que quand tu sors de la voiture puis tu as tout ton équipement de sécurité, ben, il faut être prêt puis il faut être efficace. Tu parles d'équipement de sécurité, vous aviez quoi? Des vestes pare-balles, un casque? Des vestes, un casque. Puis il y avait des histoires là, de drones FPV russes qui avaient attaqué des véhicules de civils. Fait que nous, ça, c'est un truc où il fallait être particulièrement prudent parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait, contre un drone. Là. Fait que... T'en as vu des drones? Moi, j'en ai entendu des drones en suivant des escouades qui protégeaient la ville de Soumy contre les drones. J'ai entendu un Shahed dans le ciel. À Kiev aussi, j'en ai entendu. Mais des petits drones FPV, tu sais, les Shahed iraniens, c'est vraiment des gros drones qui sont équipés avec des armes pour faire du dommage. Les FPV, c'est plus petits, sont capables de faire du dommage sur une petite voiture ou sur un tank si vraiment ils tapent dessus au bon endroit. Mais ces drones-là, on les voit pas venir. Puis le son que font ces drones-là, je pense que c'est un son qui est hantant quand même. Là. Je pense que les soldats qui ont passé beaucoup de temps sur la ligne de front... Ils doivent l'entendre en dormant. Ils doivent l'entendre en dormant. Là, les vidéos qu'on voit où ils se cachent là, dans les tranchées, puis il y a ce drone-là qui vole dans le ciel, c'est un son qui est assez épeurant, qui est associé aussi à... Nous, comme vidéastes, on est habitués de l'entendre parce que c'est un outil de travail important, mais de l'entendre dans ce contexte-là, tu te dis... Je pense que ce son-là, il n'a pas fini de faire peur à certains. Là.
t'es trop humble pour le dire, mais t'as quand même couvert... Tu sais, t'as fait de la couverture internationale avant, c'est pas ta première. C'est quoi la particularité de l'Ukraine? Pourquoi ça t'a marqué à ce point? T'sais, on m'avait prévenu avant de partir, c'est une guerre qui ressemble aux tranchées de la Deuxième Guerre mondiale. Là. C'est une ligne de front où si t'es à 10 km, les gens vivent comme s'il n'y avait pas de guerre. Fait que ça c'était une première pour moi. Est-ce que, en terminant, il y a une image que tu gardes de cette affectation-là? Quand on était dans le village de Prokofsk, on est allé voir une maison qui avait été attaquée 2 jours avant notre arrivée. Ça fumait encore au sol. Les maisons avoisinantes avaient été touchées aussi, fait qu'il y avait des trous dans la brique, des trous dans le toit. Puis il y a comme un monsieur avec une Lada bleue qui déchargeait des feuilles de plywood. Puis on est allé poser la question, puis lui, c'était comme le mot le plus léger. Que La vie continue, La vie continue, puis il était comme... Ouais, on est dans le jus, là. On aide le monde à reconstruire. Puis il est rembarqué dans son char, poup, poup, parti avec sa petite Lada. Puis là, c'est un peu comme, aïe, aïe, genre, on est tellement dans une zone active. Pour moi, d'être capable de rester fonctionnel de cette façon-là, j'ai trouvé ça impressionnant. Puis j'ai juste parlé avec une petite dame proche d'un café qui nous disait, en tout cas, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les Russes qui occupent cette ville-là, nous autres, on veut juste que ce soit fini, je m'en fous. Puis t'entendais comme des grosses détonations, puis aucune réaction de sa part. Là. Juste comme business as usual. Fred, merci beaucoup d'être venu nous raconter ton expérience sur le terrain. Tu as produit 4 reportages là-bas? Oui, 4 reportages, 2 qui seront diffusés éventuellement. Donc 6 au total? 6 au total. On va mettre les 4 qui ont été produits en lien en dessous de la vidéo pour, si les gens, ça leur tente d'aller voir le travail que tu as fait sur le terrain. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Super apprécié. C'est l'avant-dernier épisode de la 4e saison de Qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, 11e épisode, on fait... Un gros party des fêtes. Un gros party des fêtes. C'est comme notre party de bureau en mode revue de l'année. Tous les journalistes de RAD vont être là. On vous en dit pas plus. Rachel et Thomas étaient comme, il va y avoir des surprises. Mais moi, je suis au courant de rien. Oui, c'est vrai, hein, les surprises, c'est tout le temps stressant. C'est tout le temps stressant. Soyez là. Mais ça va être des belles surprises. Ah, ok, oui. C'est Bonne la semaine, semaine tout le monde. prochaine. À bientôt. À bientôt. Fred, t'as fini sur ça? Ouais, parce que c'est une queen. Thanks. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, dis-moi qu'est-ce qui se passe.